Pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que je ne mets pas mes lunettes pendant les vidéos. Voilà, un mystère résolu en ce début d'année 2023. Et la raison pour laquelle je peux là toucher le prompteur, parce que sinon je ne vois que dalle, donc je le mets très très proche. Voilà. Vidéo. Let's go. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, dans cette pile du mois de janvier 2023, la toute première pile de 2023. Ça passe beaucoup trop vite et cette pile elle est assez conséquente parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu la chance d'avoir une semaine de vacances entre Noël et le Nouvel An, ce qui fait que j'ai pas mal avancé dans mes lectures et que j'ai pu consacrer un peu de temps à faire des rattrapages de ce qui était sorti en 2022. J'ai bien sûr pas tout lu, loin de là, je n'ai pas lu absolument tout ce qui est sorti en 2022, juste ce qui m'intéressait. Et franchement, il y avait des trucs sympas, mais on va commencer d'abord avec la pile de livres en physique. Let's go! Et on commence avec The Fountains of Paradise, les fontaines du paradis de Arthur C. Clarke, sorti en 1979. On y suit Morgan Van Evar, un ingénieur de génie qui a pour but de construire un ascenseur spatial qui réduirait du coup drastiquement les coûts de transport de marchandises et d'hommes vers l'espace. Il est confronté dans sa quête à des considérations religieuses, politiques, scientifiques, et son projet est extrêmement ambitieux. À noter que l'histoire est parsemée de flashbacks et de flash-forwards, donc c'est un petit peu le bazar pour suivre. Et j'en ai déjà parlé, j'aime beaucoup l'écriture de Clarke, c'est sûrement un des plus grands auteurs de SF classique, les plus abordables et aussi les plus intéressants. On est dans, comme le veut la tradition avec le papa de 2001, de la pure hard SF complexe en termes techniques. Ça donne envie de rechercher partout sur Wikipédia ce que j'ai fait, mais tout de même assez light pour ne pas perdre le profane dont je suis, parce que lire du Robinson, ça m'a pas donné un master en ingénierie civile, malheureusement. L'histoire reste quand même très en surface au niveau des personnages, c'est très classique pour du Clarke. On en sait le minimum possible sur eux et sur leur motivation. L'histoire est principalement portée par le worldbuilding et la science. C'est ce à quoi je m'attendais en lisant du Clarke, donc j'ai pas été déçue. C'est loin d'être son meilleur, mais c'est tout de même très sympathique. Assez court en plus et hyper intéressant dans son propos. To be Thought If Fortunate, apprendre si par bonheur de Becky Chambers, sorti en 2019. Dans notre futur, l'humanité ne terraforme plus les planètes pour qu'elles s'adaptent à l'homme. L'homme se change pour s'adapter le plus possible à elle, limitant donc son impact lors des explorations. Là pour le coup, je sais pas trop comment on dit le prénom, je vais le dire à la française, Ariane, astronaute, membre d'une équipe d'exploration, est envoyée avec son équipe pour explorer des nouveaux mondes en cataloguant les espèces végétales et animales si elles s'y trouvent, et ce pendant 80 ans. La société terrienne changeant donc pendant qu'elle dort à bord du vaisseau en route pour les exoplanètes, ou explore parfois de manière assez drastique. Et je ne peux pas m'empêcher de trouver ce livre frustrant parce que c'est très beau, très intéressant, très inventif, mais beaucoup trop court les gars. Je cherche même pas à avoir une fin, celle que j'ai ici me satisfait pleinement, j'ai bien aimé le fait qu'elle soit ouverte, c'est couillu et parfaitement acceptable. J'adore l'idée du somaforming, la modification du corps pour s'adapter à d'autres environnements, au contraire du terraforming. Ce n'est sûrement pas purement à 100% original, on a dû le voir ailleurs et je pense l'avoir déjà vu ailleurs, mais c'est très bien amené et très bien établi ici. Les personnages sont attachants, les exoplanètes inventives et fun, et je me suis vraiment prise au jeu. C'est beaucoup trop court, mais c'est beaucoup trop bien. Alors ça pour le coup, c'était beaucoup trop long et beaucoup trop nul. The Mendel Files Number 3, The Nano Flowers, ou juste Nano pour le coup en français, on s'est pas fait chier, et à raison peut-être, de Peter F. Hamilton sorti en 1995. Grande année ceci dit. Et du coup on se retrouve 15 ans après le deuxième roman de la trilogie, Greg Mandel enquête à nouveau pour le compte de Julia Evans, l'héritière et directrice de Event Horizon, alors que celle-ci reçoit une fleur étrange et que son mari disparaît. Et bon, voilà, déjà, tonnerre d'applaudissements, j'ai enfin fini cette trilogie. Je vais pouvoir m'intéresser aux autres sagas, sûrement beaucoup plus intéressantes de Hamilton. Parce que si j'avais déjà peu apprécié les deux premiers, je pense que ça s'est senti, la conclusion qu'offre The Nano Flower encapsule tout ce qui ne va pas dans cette série. En fait, j'ai juste l'impression qu'elle vient d'un fantasme d'ado de 15 ans, avec des femmes magnifiques qui se tapent des ados. Ouais, on lit ça, ouais.
Des fleurs aliens, spoiler, mais on s'en fout après de ce titre du bouquin, des explosions, des cataclysmes climatiques, tout ça. Honnêtement, celui-ci était extrêmement fouillis, pas plaisant à lire et partait juste beaucoup trop loin dans son délire, surtout au niveau technologique, mais aussi avec le délire des aliens là, parce que ça n'a rien à voir avec le reste de la saga. Parce que si Event Horizon possède vraiment les technologies présentées ici, et en est le seul propriétaire, bah Julia Evans est juste présidente du monde. Elle pourrait littéralement prendre le contrôle du monde. Ce qu'elle fait, un petit peu, dans un sens d'ailleurs, et ce qui m'a profondément gênée. Genre c'est le délire ultime du pro-capitaliste, quoi. Et vous vous souvenez quand j'ai parlé de pédophilie, dans les deux premiers, celui-ci montre une prostituée de 23 ans, qui est bien sûr magnifique, hyper intéressante, hyper bonne, intelligente, enfin bref, la femme parfaite, hein, le fantasme d'ado, engagée pour accompagner un ado de 15 ans, ouais, on voit des scènes, ouais, et qui tombe amoureuse de lui. Putain de merde. Merde, on est démonétisé, j'ai plus le droit de le dire, mais putain de merde. Trop c'est trop. Suivant. The Stormlight Archives, No. 1, The Way of Kings, La Voix des Rois en français, de Brandon Sanderson, sorti en 2010. Et oui, c'est un pavé, ouais, c'est un beau pavé. Il y a des très beaux dessins dedans en plus. Dans ce monde de fantaisie médiévale qu'est Rochard, les mythes et légendes racontent que les hommes vivaient auparavant au paradis de Tranquiline Halls avant de se faire poutrer au dehors par les Voidbringers, des créatures de cauchemar qui ressemblent vaguement à des crabes apparemment. Pour se défendre, Almighty, Dieu en gros, leur donne des Shardblades et Shardplates, des armes très puissantes et guidées par des sortes d'anges qui ont vécu les Voidbringers. Mais les légendes sont lointaines et tout ce qui subsiste aujourd'hui, ce sont ces armes, utilisées par les hommes pour se battre entre eux, dans des guerres qui paraissent presque infinies. Nous suivons plusieurs personnages, dont Caladan, un esclave condamné au travail le plus dangereux sur le champ de bataille, Dalinar, un prince très droit et moral et accablé de visions étranges, et Shallan, une jeune femme souhaitant se rapprocher de la princesse Jasna. Ou Yasna, je pense que c'est Jasna. J'étais collée à ce bouquin, littéralement engluée à ce pavé de 1120 pages très exactement, tellement l'histoire est prenante. Et pourtant, c'est un énorme bordel entre les différentes factions, le système politique de caste entre ceux qui ont le pouvoir et ont les yeux clairs et la plèbe aux yeux foncés, et les parchmen, des espèces de sous-hommes domestiqués, les différents lieux et époques, le code moral et religieux. C'est un boulot monstrueux et qui vaut totalement la peine de s'y plonger. Honnêtement, j'ai pas vibé comme ça avec de la fantasy depuis A Song of Ice and Fire, et si je pensais avoir un problème avec ce genre, ce livre me prouve bien clairement que non. C'est riche, c'est complexe, mais c'est si bien écrit que ça se lit juste tout seul. C'est du très très haut niveau et un vrai bonheur à lire, mais ça vous me l'avez dit plein de fois quand j'en ai parlé sur Twitter, donc je ne suis même pas étonnée. Et on passe au dernier livre physique, Sparta J No. 1 de Skinner de Neil Asher, sorti en 2002, pour une fois traduit par l'écorcheur, qui est une traduction tout à fait acceptable. Spatterjay est une planète étrange et violente où un virus complexe, amené par le pirate de l'espace Jay Hooper, devenu depuis une sorte de monstre mutant un peu chelou, j'ai pas tout compris mais t'inquiète, rend presque invincibles les natifs du monde, appelés Hoopers, mais à un coût absolument terrible. La xénobiologiste Erlyn est à la recherche de l'ancien capitaine pour l'étudier et rencontre en chemin Sable Keach, qui se trouve être mort depuis la modique somme de 700 ans. Ça arrive. Et oui, c'était un format américain. J'aime pas, ça me perturbe, c'est nul. Et bon, d'accord, dit comme ça, on dirait un gros bordel incohérent, et je vous mentirais si je vous disais que c'était pas totalement le cas. Ça reste du Neil Asher, donc on a du transhumanisme de haute volée, de la bagarre, un petit peu de sexe et un petit peu de romance pour saupoudrer le tout parce que c'est toujours cool, mais à une dimension plus petite que d'habitude. Ici, on reste centré plus ou moins sur une planète, et pas sur les distances absolument gigantesques d'autres livres de la politique dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Le livre est assez fun, il se lit plutôt bien, et j'aime bien les personnages, donc j'ai plutôt hâte de lire la suite. Le Terry Pratchett du mois, bien sûr, avec Men at Arms, Le Guet des Orfèvres en français, sorti en 1993. Edward Death, qui s'écrit comme ça, c'est super drôle, appartient à une famille autrefois noble et se met en tête de rétablir la monarchie à Ankh-Morpork pour résoudre les problèmes sociaux de la ville, et conclut que Carrot Iron Thunderson, membre de la garde de nuit, là, le nain qui n'en est pas un, est l'héritier légitime du trône. Comme ça. J'aime beaucoup l'arc de la garde / du guet, et il ne manque jamais de me faire rire, véritablement pouffé. Rien à ajouter, la chanson est toujours la même avec Pratchett, je devrais même arrêter d'en parler dans les vidéos parce que c'est toujours pareil. Binti numéro 2, Home, retour en français, sorti en 2017 et écrit par Nnedi Okorafor. C'est la suite directe du premier tome, Binti, qui retrace le retour du coup de notre protagoniste chez elle après son changement, pour ne pas spoiler, accompagnée d'une méduse et ses difficultés à savoir qui elle est vraiment.
Et un peu comme le premier, j'ai un peu de mal à savoir quoi en dire. C'est intéressant, c'est court, c'est intense, mais c'est aussi un petit peu barré, et au final, je crois que je suis pas le public. J'aime le coup d'œil dans la culture africaine des Himba et découvrir d'autres manières de penser, surtout sur la fin du livre, mais ça reste un prémisse assez étrange, donc pourquoi pas, mais c'est pas non plus la tasse de mon thé préférée, si vous voyez ce que je veux dire. The Sea of Tranquility de Emily St. John Mandel, sorti en 2022, sans encore de traduction pour l'instant, mais je pense que ça ne saurait tarder. En 1912, Edwin St. Andrews, récemment débarqué au Canada, aperçoit un phénomène étrange dans la forêt sauvage. Il entend jouer un violon dans un terminal d'aéroport. 200 ans plus tard, l'autrice Olive Lillewin inclut dans ce livre post-apocalyptique ce même événement. Gasperi Jacques, embauché par l'Institut du Temps pour enquêter sur le phénomène, voyage à travers les époques pour en apprendre plus sur ce bug dans la matrice. C'est un livre qui a fait pas mal de bruit cette année et qui a eu le mérite de gagner le Goodreads Awards, et j'avais vraiment pas eu la curiosité de me lancer à sa sortie en avril. Les histoires de voyage dans le temps, c'est sympa 2 minutes, mais j'avais eu ma dose avec Paradox Hotel, et la vidéo que j'ai fait cette année aussi, et la couverture et le synopsis, j'avoue, ne m'intéressaient absolument pas. Mais comme je voulais rattraper les grosses sorties, celle-ci paraissait comme un passage obligé, parce que je suis pratiquement sûre que ça sera un des livres qui sera au Hugo cette année. Et je vois pourquoi. C'est un livre étrange dans sa prise en main, mais résolument intéressant, dont le dénouement m'a, je l'avoue, vraiment surprise. Un très bon moyen de commencer 2023, parce que je crois que c'est le tout premier livre que j'ai commencé dans cette recherche, et j'ai dû le commencer genre le 1er janvier 2023. Une petite claque, histoire de se mettre en jambe, franchement je l'ai adoré. Goliath de Toshi Onyebushi, sorti également en 2022. Là, de toute façon, pour le reste, je vais dire à chaque fois que c'est en 2022, donc j'ai pu le répéter. Nous sommes dans notre futur proche et la Terre est dans un tel état que les nantis sont partis dans l'espace, laissant les plus pauvres se démerder sur une planète post-apo à l'air à peine respirable. Et ça, pour le coup, c'est un livre vraiment difficile à appréhender. Déjà parce qu'il n'est pas raconté linéairement, ce qui a de quoi en perturber plus d'un, et ce qui m'a perturbé moi. Et ensuite parce que l'auteur ne te prend juste pas par la main. Il alterne les lieux, les personnages, les moments, d'un paragraphe à l'autre. Donc c'est très difficile à suivre. C'est très politique dans son approche, ce qui est d'ailleurs la meilleure partie du livre, je trouve, mais ça reste quand même très humain. Et j'ai dans l'ensemble plutôt bien apprécié le livre. C'est très cru, le nombre de N-word avec un R au kilomètre carré, c'est impressionnant. Mais bon, l'auteur est noir, donc il a le droit, lui, pour le coup, c'est un des rares à pouvoir le faire. Mais aussi les descriptions des événements, parfois c'est quand même assez violent, toujours très touchant par contre. Et j'ai particulièrement adoré la partie blog ou lettre du prisonnier, qui est hyper subtile et qui m'a tiré une larme sur la fin. Et c'est principalement pour ça que j'ai aimé le livre. Donc c'est pas à mettre entre toutes les mains, soyez attentifs quand vous le commencez, surtout c'est un petit peu sensible, mais chanceuses seront les personnes qui sauront l'apprécier. Upgrade de Blake Crouch. Logan Rapsay est le fils de Mehran Rapsay, une biologiste et généticienne de génie qui a malencontreusement causé la mort de milliards de personnes avec une de ses expériences. Ça arrive. Depuis, la science génétique tout entière est devenue interdite, pourquoi pas, et Logan fait partie d'une sorte de police secrète d'élite qui se bat contre les labos clandestins. Posez pas de questions. C'est sans compter qu'une de ses interventions se solde par son arrivée à l'hôpital après une explosion, et d'étranges phénomènes dans son corps et son esprit le font comprendre qu'il a changé. Oui, non, le principe de base, si c'est sympa au premier coup d'œil, ça devient rapidement con. Ok, une personne a contaminé des hectares de culture menant à une famine globale et la chute d'économies entières, ok. Mais bannir carrément la discipline tout entière, des mecs qui font de la génétique sur ADN dans leur sous-sol. Entre ça, le héros biologiquement punké pour suivre une intrigue intéressante, plein de guillemets, ce livre est franchement trop attendu. Et j'ai eu l'impression de relire Dark Matter, version biopunk, croisé avec genre des fleurs pour Algernon, vite fait, mais en moins bien, en beaucoup moins bien, et avec une fin que tu vois venir, mais à 15 000 bornes. Sérieux, je sais pas si elle a surpris quelqu'un, parce que je l'ai vu venir, mais genre au milieu du bouquin, je savais que c'était ça qui allait arriver, quoi. Et je suis même pas une grande fan de techno-thriller, biopunk, chelou, machin. Je sais que ça existe, j'en ai déjà parlé, mais c'est pas mon grand kiff. Alors ouais, c'est sympa, si t'es pas regardant, si t'intéresses qu'au côté thriller, mais ouais, quoi. The City Inside de Samit Basu. Dans un futur proche, Joey travaille en tant que reality controller à Delhi. Du coup, elle supervise des réseaux sociaux de certaines stars, dont Indy, une étoile montante des médias asiatiques. Elle se retrouve embarquée aux côtés de Rudra, un ami de la famille venant d'une famille très très riche, mais s'en étant détournée, dans un tourbillon de problématiques entre le poids du capitalisme, des révolutions loupées, de la surveillance de masse et des conspirations et des corruptions et de tout ce que vous voulez.
Ce livre m'avait attiré du regard déjà par sa couverture assez chouette et son côté proto-prédystopique dans un environnement indien, suffisamment rare pour que cela soit attrayant. Et bien que parfois un petit peu difficile à lire, un peu comme Goliath, dans le sens où elle va pas te prendre par la main du tout, je l'ai trouvé résolument hyper intéressant, très rythmé, et même s'il te laisse rarement respirer, j'ai beaucoup aimé son message, plein d'espoir, et qui parle aussi pas mal à ma génération. C'est plutôt chouette, et je suivrai les travaux de Basu à l'avenir. Breaking Day de Adam Oyebanji. 3 vaisseaux générationnels emportent l'humanité vers un nouveau départ sur une planète du système Toseti. Breaking Day approche, le jour du freinage, je suppose. Oui. Et donc la descente vers la nouvelle maison des hommes. Ravi MacLeod est un apprenti ingénieur et sera le premier de sa famille à devenir un officier. Un jour pendant un travail d'inspection, il a des visions qui se répètent par la suite. Premier roman de l'auteur, Breaking Day m'avait pas mal intéressé par son synopsis. J'aime beaucoup les histoires avec des vaisseaux générationnels, pour ceux qui ne savent pas, où on voit vraiment l'organisation des classes et du vaisseau en lui-même. Et j'ai vraiment pas été déçue. Complot, hard SF mélangé à des personnages attachants, j'ai trouvé que c'était un excellent départ pour Oyebanji. Et même s'il a parfois des faiblesses, notamment une résolution un petit peu trop rapide et une technologie parfois un petit peu bancale dans son utilisation ou son niveau de développement, j'ai juste adoré ce bouquin et j'ai hâte de voir ce que l'auteur fera par la suite. Petit plus, les clins d'œil à d'autres auteurs et scientifiques, notamment dans le nom des vaisseaux, comme Bohr par exemple, j'ai trouvé ça assez rigolo. Et notamment aussi au niveau des personnages, parce qu'il y en a un qui s'appelle Anzimov, donc je pense que c'est un clin d'œil. Voilà, et je trouve ça cool. Eversion de Alastair Reynolds. Silas Code est un chirurgien sur un bateau en exploration sur les abords de la Norvège dans les années 1800, à la recherche d'une mystérieuse crevasse. Silas se rend compte que quelque chose ne va pas sans pour autant pouvoir mettre le doigt dessus. Et c'est tout ce que je vous dirai du livre si vous voulez vraiment pouvoir l'apprécier. Un petit peu comme pour Seven Eves dont j'ai déjà parlé, ne lisez pas la 4e de couverture, ne lisez rien. Lisez-le, appréciez le twist, appréciez le développement, parce que vraiment c'est un des meilleurs bouquins que vous pourrez lire cette année, très clairement. C'est brillant, c'est une vraie claque pour ma part, très humain, violent et en même temps plein d'espoir, enfin bref. Lisez-le, croyez-moi là-dessus. Between Earth and Sky No. 2, Feathered Star de Rebecca Roundhouse. C'est la suite directe du premier livre, donc je vais rester bref pour pas risquer de vous spoiler, parce que c'est vraiment la suite directe, ça se passe littéralement 2 minutes après. Et si j'avais apprécié le premier livre sans plus, celui-ci, c'est un petit peu dans la même veine, quoi. Je le trouve même légèrement décevant. Je trouve par exemple que Chiala est profondément chiante, quoi. Elle est cheatée. Enfin, je sais pas, elle m'a vraiment énervée pendant le bouquin, je sais pas pourquoi. Et Serapio perd complètement de son intérêt ici. La vraie force du livre tient dans son world building, qui est impressionnant, et aussi dans ses personnages secondaires, qui font tout le boulot. Voilà. Mis à part Narampa, qui est un personnage principal et qui, elle, fait des trucs. Le reste, en fait, toute l'intrigue, elle est basée sur les personnages secondaires, ce que je trouve un petit peu bizarre. Mais voilà. C'est dans l'ensemble plutôt réussi. J'attends le 3e pour voir comment tout ça se conclut. C'est un plutôt bon niveau, mais voilà, je suis pas non plus trop à fond dessus, c'est un peu longuet. Galaxias de Stephen Baxter. Année 2057, l'humanité se relève à peine d'un enchaînement de catastrophes climatiques. Et un jour de janvier comme les autres, le soleil disparaît lors d'une éclipse. Pitch simple mais diablement efficace, et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir avant de commencer le livre, qui sera certainement dans mon top 10 de l'année 2023, tellement il est absolument génial. Science de folie, histoire aux proportions dantesques, personnage plutôt développé pour du Baxter, ce qui est différent, voilà, il est juste dingue. Vraiment, j'ai qu'une hâte, c'est de le voir adapté au cinéma. Son synopsis est tellement scénarisé, il y a tellement matière à en faire quelque chose, franchement, enfin... J'aimais déjà beaucoup Baxter, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais ce livre est typiquement ce pourquoi j'aime l'ASF. De l'émotion, du grandiose, des concepts de ouf qui me donnent envie de checker toutes les 5 minutes Wikipédia, enfin, vraiment foncez. The Genesis of Misery de Neon Yang. Misery no Maki vient de nulle part et n'est personne, pour la faire courte. Et pourtant, elle possède des habilités très rares qui font d'elle une sainte, alors qu'elle serait juste complètement void mad, malade du vide, je suppose. Une maladie qui se développe chez les humains ayant passé trop de temps dans le vide de l'espace. Utilisée comme un hochet politique dans une guerre entre factions de l'Empire, elle va devoir gérer les voix de l'ange qu'elle entend et sa propre prétendue sainteté tout en survivant le monde dans lequel elle est balancée. Alors pour le coup, je n'attendais pas grand chose, mais je suis relativement charmée par le délire. Bien que j'ai eu du mal avec sa résolution, un peu trop abrupte et un petit peu trop simple, ça allait pas trop avec le reste du livre.
Mais ce qui est fascinant dans ce livre, c'est le world building et l'univers autour, avec la religion, presque de la magie et du pur space opéra, qui est en fait mieux que l'histoire, qui est somme toute assez simpliste, et l'héroïne élue qui est en fait pas une, donc voilà, c'est un twist un petit peu intéressant, mais pas plus que ça, parce qu'on le voit venir dans tous les cas, c'est dit dans les premières pages du bouquin. Misery n'est intéressante que pour son côté malade, parce que dès qu'elle change un petit peu, voilà, elle est plus très intéressante. Les personnages sont des outils plus que de vrais personnages, mais l'univers est tellement fascinant. Je me suis retrouvée à beaucoup apprécier la lecture en fait, et donc je suivrai, je pense, la suite de la carrière de Yang, parce que j'ai qu'une hâte, c'est qu'il écrive un bouquin dans le même univers en fait, tellement il y a des choses à dire dessus, ça pourrait être genre un nouvel univers de la culture, tellement il y a des choses à en faire quoi. Et le dernier bouquin de Thousand Earth, de Stephen Baxter toujours. John Hackett, en 2145, se lance dans une expédition à travers l'espace, et du coup à cause de la dilatation du temps, et du temps aussi, justement. En parallèle, le monde de Mela, attaqué par l'érosion, Tide en anglais, arrive à sa fin et elle doit survivre à la frontière qui s'approche inéluctablement et détruit tout sur son passage. C'est un livre que j'ai eu pour le coup un petit peu de mal à appréhender. Il met pas mal de temps à faire sens et le lien entre John et Mela met beaucoup de temps à se mettre en place. Et comme c'est ça qui fait tenir le bouquin, c'est un peu compliqué à rentrer dedans au début. Mais comme toujours, l'intérêt premier des livres de Baxter réside dans son approche scientifique et sa discussion sur l'espèce humaine, qui est ici très réussie. Décrivant les éons, les changements de l'univers, j'ai au final beaucoup apprécié ce livre. Et je vous le recommande, mais pas autant que Galaxias tout de même. Si vous devez lire un Stephen Baxter là, ce serait vraiment Galaxias. Lisez Galaxias. Et écoutez les petits amis, j'espère que ça vous a plu. C'était une longue vidéo, j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout parce que y avait des livres très intéressants cette année. Je vous ai déjà souhaité bonne année, en fait j'allais vous dire bonne année 2023, mais non, je vous l'ai déjà souhaité, il y a déjà des vidéos qui sont sorties. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux si vous en avez l'envie, Instagram, Twitter, Goodreads. N'hésitez pas également, si vous en avez l'envie et les moyens, à me soutenir sur Tipeee. Et moi je vous dis à bientôt dans l'univers.